Bonsoir à tous, bienvenue dans le Focus Info. Ce soir, notre invité, Rodolphe Alexandre, président de région. Bonsoir. Bonsoir, M. Vernet. Bienvenue sur le plateau de Focus. Avec vous, on va aborder plusieurs sujets d'actualité. On parle d'essence également, d'ABPI aussi. On en avait déjà parlé dans votre bureau, mais là, c'est du concret. On va en parler du budget, des enjeux de la région Guyane et un peu politique, bien sûr, puisque vous avez sorti un communiqué. On vous a entendu, pour vos vœux, parler de chiffres, beaucoup de chiffres, de millions d'euros. L'impression, comme pour justifier une crainte que les gens ne sachent pas ce que vous avez fait? Pas fondamentalement, mais si vous permettez, M. Vernet, juste avant d'aborder votre question, je vais donc présenter mes vœux à vos téléspectateurs, des vœux de santé, des vœux d'harmonie pour apprécier nos diversités et pouvoir se rassembler autour de nos différences. C'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir une société interculturelle, multiculturelle, une société plurielle, mosaïque, et nous devons aujourd'hui bâtir cette société autour de nos cultures, nos identités, et en l'occurrence, il est important à ce moment des vœux que nous puissions être dans la réconciliation et la conciliation. Et puis enfin, des vœux de justice, des vœux d'équité, pour que chaque Guyanais, tous ceux qui habitent la Guyane, soient fiers de ce beau pays dans un contexte à la fois amazonien et sud-américain. Alors, c'est vrai que nous avons présenté un budget qui, à mon avis, et sans prétention, est un budget excellent à la veille de la fusion avec le Conseil général. Je ne vais pas être long, je peux donner quelques chiffres. Allons-y. Vous avez même communiqué à la presse, c'est pour ça que vous avez beaucoup communiqué sur les chiffres. Oui, parce que nous sommes dans un contexte exceptionnel. D'abord, une forte récession financière au niveau national, voire international. Nous sommes dans ce qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, c'est-à-dire que le président Hollande va ou a déjà donné de nouvelles compétences à la collectivité régionale, par exemple sur les déchets, sur l'environnement, sur les transports. Donc ça signifie sur l'université. Nous devons prochainement sortir le schéma régional de l'université. Donc ça veut dire qu'il faut se préparer durant cette année à avoir une série donc de missions, d'opérations qui mettront en place les schémas directeurs. Et puis troisième élément, comme contexte, c'est le transfert de l'autorité de gestion des fonds européens auprès de la région. Ça veut dire que pendant plus de 40 ans, l'État a géré donc le FSE qui touche à la formation professionnelle, c'est pratiquement 60 millions, a géré le FEDER, aujourd'hui on est à 411 millions, plus la part du FEDER environ 40 millions, c'est ensuite la partie du FEADER, toute la partie agricole, pêche ou autre. Bref, ça veut dire qu'aujourd'hui, la région Guyane va gérer tous ces fonds européens pour le compte de la Guyane, de tous les partenaires qui sont donc conviés, et c'est une grosse opération. Donc, présenter le budget de la région à ce moment, c'est essentiel. Parce que, c'est un budget qui est en équilibre, transparent, sincère. C'est un budget qui est de 180 millions, mais lorsqu'on décaisse les fonds de trésorerie, on est un budget à 162 millions 265. Montrer que le budget est en équilibre, c'est une bonne chose. Montrer qu'on dépense bien également, là c'est autre chose. Il peut être en déséquilibre en cours d'année. Tout à fait. Et là, il est en équilibre? Il est plus qu'en équilibre, puisque non seulement il est transparent, il est sain, il est maintenant donc au contrôle d'égalité, donc il appartient au préfet donc de vérifier avec les différents services. Mais ce budget, il est en augmentation de 10%, c'est-à-dire qu'on est à 10,22, bien que la Guyane participe pour 500 000 euros au redressement de la dette publique de la France. C'est-à-dire qu'on a demandé à la région Guyane de contribuer au redressement de la dette publique pour 1,3 million. Mes services ont très bien négocié. Nous sommes arrivés à 500 000, ce qui n'est pas le cas de la Guadeloupe, beaucoup plus, ou de la Martinique. Vous l'avez souvent dit. Ça veut dire que vous avez de la marge. Est-ce que vous voulez, à travers ça, prouver que vous avez de bons rapports avec le gouvernement, qu'il soit de gauche ou de droite? Non, c'est une loi qui a été votée et qui permet d'avoir une solidarité nationale vis-à-vis de la France. Nous jouons le jeu, mais ce que je veux démontrer, c'est que notre budget n'est pas le budget de l'île de la Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe. Notre budget, il est voté à 162 280 000 euros. Et si vous permettez, en investissement, c'est 66 641 et en fonctionnement, c'est 96 265. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que la population le sache. En fiscalité directe, la région Guyane, elle perçoit 7 900 000. Il y a des entreprises guyanaises qui sont à 14-15 millions par an. Il y a des footballeurs qui touchent 20 millions
pour leur salaire. 7 900 000. En fiscalité directe, nous sommes exactement à 62 280. Et sur la part des fonds de transfert, à la fois État, à la fois Europe, nous sommes à 34 600 000. Donnez pas trop de chiffres, monsieur. Non, c'est important de donner des chiffres, parce que lorsqu'après on dit, ah, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela, eh bien, quand on a une région qui a 4% de croissance démographique, qui dans 30 ans sera exactement à 520 000 habitants, eh bien, il faut savoir que le budget est de 162 millions. Ça, c'est important. Ça ne correspond même pas à une équipe de division 2 au niveau professionnel. Très bien. Voilà pour les chiffres. Parlons d'actualité. On est en plein dedans. Problème de carburant. Pour la population, la population guyanaise, tous ces débats très techniques entre les gérants de stations-service, entre la SARA, les pétroliers, le gouvernement, tout ça c'est très technique. Il y a une sorte de ras-le-bol, il y a des risques de violence dans les stations, il y a des accidents autour des stations, ça crée des embouteillages monstres dans le pays. Comment on gère cette situation, vous, président de région, comment on la gère? Non, ça c'est... La région perçoit la taxe spéciale sur le carburant. Tout à fait. Rien que pour le compte de la région, c'est près de 27 millions, c'est un peu moins pour le département et pratiquement pareil pour les communes. C'est une taxe essentielle sur laquelle nous avons donc gelé les différents critères en matière de recettes. La question aujourd'hui qui est fondamentale, c'est le mode d'approvisionnement donc de la Guyane par rapport au carburant. Nous avons une étude aujourd'hui qui se déploie sur différents secteurs, la Caraïbe, Trinidad, Suriname, le Brésil, qui devra arriver à terme et qui devra demander des dérogations au niveau de la France pour savoir si oui ou non nous passons de la SARA. Pour l'instant, aujourd'hui, il est impensable d'éviter la SARA pour la simple et bonne raison que nous sommes un pays européen dans un contexte sud-américain. Ça veut dire que le pétrole, enfin le carburant de la Guyane, il est à €5, il passera d'ici juin, juillet à €6, alors que les pays environnants sont à €4. Ça veut dire que c'est compliqué pour avoir une dérogation. Maintenant, la question est du différentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une marge qu'on appelle un bassin flottant de 10 à 18 centimes sur le carburant. Nous, à la région de Guyane, nous avons déposé à Bercy une étude précise qui dit qu'il faut sanctuariser. Donc il faut limiter le plafonnement à 10%, à 10 centimes. Et le vrai débat, c'est qu'on n'est pas un déflateur, donc on n'est pas une déflation des 10 à 17 centimes sur le coût du pétrole. Maintenant, la question des stations d'essence, c'est une autre question. Ça, c'est pour demain. C'est notre question. C'est une question maintenant de survie de leur métier, de survie pour ceux qui travaillent à la pompe et également de transparence par rapport à l'État. La région Guyane a assumé ses responsabilités. J'ai eu un long débat avec le ministre, M. Lurel. Nous lui avons dit que nous votons contre, par un avis défavorable, essentiellement sur le fait qu'on n'apporte pas des garanties sur le coût du carburant et sur le maintien des emplois. Alors, chance pour nous, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans une période, on va dire, d'accalmie diplomatique. Le cours du Brent, donc le cours du pétrole, il est en diminution et on s'apprête dans les mois à venir, peut-être, à avoir donc un abaissement du coût du carburant. Si c'est cela, eh bien, nous serons contents et de dire à Monsieur le ministre, vous aviez raison, vous avez entamé une bonne démarche. Si c'est pas cela, eh bien, on va dire que notre avis, qui d'ailleurs est le même que nos amis du Conseil général, qui était défavorable, eh bien, nous avons raison. Mais aujourd'hui, c'est un débat qu'on doit avoir entre les gérants de stations et le gouvernement pour préserver leur emploi. Alors je regrette qu'on prenne la population en otage et que cela crée des problèmes de toutes sortes au niveau donc des civilités quoi. Ça on peut le regretter. Mais la question du carburant elle est maintenant essentielle en termes d'autonomie sur le territoire par rapport à son approvisionnement. On a parlé de BPI il y a quelques mois dans vos bureaux à la région Guyane, c'était pas encore palpable, concret pour les gens ici. Ça y est, c'est du concret. Est-ce qu'on peut expliquer en des mots simples ce que la BPI va changer pour les entreprises ici en Guyane? Alors, en des mots simples, nous avons en gros près de 8000 entreprises en Guyane. 30% des entreprises sont des micro-entreprises. Ça veut dire qu'ils ont 2 ou 3 salariés. Et ça représente pratiquement 32% de la masse salariale. Ça veut dire que les entreprises qui sont de grandes entreprises filiales des groupes métropolitains, il y en a à peine 12%. Et aujourd'hui, cette économie que nous avons en Guyane est une économie qui est en croissance, parce que contrairement donc aux Antilles, nous avons un taux de croissance de près de 4%. C'est exceptionnel. Mais cela est dû justement au caractère
microéconomique des entreprises. Donc, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Il faut pouvoir structurer l'entreprise, aider le chef de l'entreprise à avoir des fonds de roulement, à avoir un décaissement quand il fait ses approvisionnements et assurer ainsi la pérennité de l'entreprise. Eh bien, les banques sont très frileuses en Guyane en termes de garantie financière, allant jusqu'à hypothéquer parfois les biens du chef d'entreprise. Et bien aujourd'hui, le gouvernement de M. Hollande, c'était une promesse de sa part, a assuré qu'il mettrait une banque de proximité, une banque qui puisse aider les investisseurs à des échelons différents. C'est la BPI, Banque publique d'investissement. La région Guyane est la première région de l'outre-mer à mettre en place la BPI. On est la 3e de France. Donc Nicolas Dufourcq, le patron de cette banque, est venu en Guyane. Et après le premier comité régional qui avait été donc mis en place, au mois de novembre 2013, nous avons officialisé les conventions en termes maintenant d'accueil des porteurs de projets. Donc, il va y avoir 6 personnes qui sont affectées à l'AFD, près du Trésor public, pour recevoir les porteurs de projets, et ils vont se ventiler sur les différentes formes économiques, industrielles et autres. Et l'intérêt, c'est ça maintenant la petite cerise qu'on apporte, c'est que la région Guyane, aux côtés de la BPI, a ajouté sur son budget 800 000 euros pour accompagner les petits porteurs de projets. Ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui viendra déposer son projet pour acheter sa camionnette, acheter sa voiture, qui a un chiffre d'affaires d'environ 1 000, 2 000 euros, il pourra aujourd'hui répondre donc à l'intérêt de la BPI. Est-ce que c'est du concret? Ça démarre maintenant? Est-ce qu'on peut déjà dire que des entreprises ont déjà profité de la BPI aujourd'hui? Eh bien, les chefs d'entreprise peuvent déjà se rendre auprès de l'AFD, puisque Mme Papalia sera donc la directrice déléguée, sera la directrice déléguée, et ce sera tout l'intérêt pour nous de jouer le jeu de la BPI. Mais je rappelle que sur le budget de la région, c'est 22 millions qui a été consacré au développement économique. Je rappelle qu'aujourd'hui, dans le cadre de la filière pêche, nous revenons de Paramaribo où la société d'armement guyanaise a signé une convention avec l'État surinamien pour pouvoir exporter du poisson surinamien labellisé aux normes européennes et vendu à Rungis et en Martinique. On est les premiers producteurs aujourd'hui de la Martinique pour la vente du poisson. Attendez, c'est pas tout. Non, attendez, parce que vous voulez souvent qu'on aille vite, mais il faut qu'on aille vite. Allons-y, c'est bien d'expliquer. Le second élément, c'est qu'aujourd'hui, la filière du bois, c'est le troisième porteur au niveau du PIB, après la base spatiale, après les mines, c'est 60 millions de chiffre d'affaires. Il y a plus de 150 entreprises en Guyane qui s'installent dans le cadre de la scierie, dans le cadre du bois d'œuvre, et nous sommes maintenant capables de l'exporter avec une labellisation aux normes européennes. Donc un pays d'avenir, on le dit souvent, pourtant 50%, on entend ce chiffre, 50% de chômage chez les moins de 25 ans. Comment est-ce possible ça, ce décalage entre un pays qui doit être un pays en développement avec autant de chômage? Parce que la Mauvaise Guyane, préparation. Non, la Guyane est un pays malheureusement qui a un retard structurel. Retard structurel veut dire quoi? Retard en termes de formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut donner une qualification à la jeunesse guyanaise. On va construire le 4e lycée à Saint-Laurent, un futur lycée bientôt à Macoria et peut-être un peu plus tard, un sur Matoury. Donc, qualification professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui la région a mis en place une organisation qui regroupe à la fois l'AFPA, le CNAM, Éric Défi, pour former la jeunesse guyanaise, pour l'orienter vers les métiers d'avenir, les métiers en filière économique, premier élément. Le second élément, vous savez qu'on est une des régions de France les plus riches en termes de création d'emplois. Il y a près de 1500 entreprises qui se créent par an en Guyane. Mais malheureusement, il y a chaque année environ 500, 400 qui disparaissent. Parce que c'est de la microéconomique. Parce que le chef d'entreprise qui est en Guyane, vous savez que c'est pas le cas de la France. Il fait sa comptabilité, il fait la maintenance, il fait le suivi, il fait le démarchage. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous voulons structurer les entreprises. Le chômage, il est dû à quoi? Beaucoup de micro-entreprises, pas assez d'industrie. Tout à fait, tout à fait. Et je vous rappelle que le Pôle emploi, c'est le service de l'État. Il devait être normalement décentralisé au niveau des régions, on va dire le plus tard possible, parce que la question pour nous en Guyane, c'est quoi? C'est le rattrapage de ce retard, et c'est la raison pour laquelle nous avons entamé aujourd'hui auprès des parlementaires, auprès de tous les partenaires chambres de commerce ou autres, une démarche pour arriver à un pacte de confiance qui puisse rétablir l'équilibre au moins du retard structurel de la Guyane, de façon à demander au niveau de la France cette convention qui puisse permettre de remettre sur rail la région, le pays Guyane.
Rodolphe Alexandre, c'est le président de région que je reçois, pas de la CACL, pas le président de Guyane 73. Est-ce que toutes ces casquettes-là, justement, ça dérange, le fait que vous ayez tout ça? Ça peut déranger mon opposition. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sincérité, c'est beaucoup de collaborateurs qui travaillent autour de moi. Je vous rappelle que la CACL, je l'ai commencé à 1,5 million avec 5 personnes. Aujourd'hui, la CACL, c'est 75 millions et c'est à peu près 150 personnes. Donc ça, c'est la réponse à tous vos détracteurs. Vous savez, les clameurs, on va dire que quand on est un politique, Madame Lucie Blinker, qui est mon paragon, qui est mon mentor, après M. Ribal, après Gérard Holder, Madame Blinker disait mon petit Kataillé, tu as une feuille de ballot, c'est-à-dire sur la feuille de ballot, l'eau, ça glisse. Permettez-moi quand même d'avoir un mot pour la CACL, parce que je vous ai peut-être pas dit, mais je vous l'annonce que je vais donc remettre mon tablier, après 2 ans d'exercice, où j'ai eu d'abord à me faire comprendre de tous les maires, qui, au bout d'un second mandat, ont accepté un vrai consensus avec moi, ont travaillé avec moi. J'ai eu des collaborateurs pertinents, intelligents, en amont, qui m'ont aidé à bâtir cette maison. La CACL, c'est quoi? C'est la mutualisation de l'eau potable sur l'ensemble du territoire de la grande île de Cayenne. C'est l'assainissement aujourd'hui avec 2 usines qui ont été inaugurées. L'usine d'eau potable à Matiti, l'usine de Leblanc sur Cayenne, 90 000 équivalents habitants. Ça veut dire qu'on est aux normes européennes, nous permettant au gouvernement français de sortir de la sanction de mise en demeure de l'Union européenne. Donc, grosse opération. Ces 2 opérations correspondent à plus de 100 millions d'euros. C'était la deuxième comment dirais-je, opération d'investissement après l'hôpital de Cayenne. Pourquoi ce choix-là? La CACL, parce qu'il fallait mettre d'abord en responsabilité la politique d'hygiène, de salubrité sur la Guyane. D'un côté, donner aux gens de l'eau potable que l'on boit, et de l'autre, pouvoir maintenant évacuer le choix du mandat, excusez-moi. Non, le montage financier. Le mandat. Le mandat? Vous non. Dites, ouais. Non, quel mandat? Non, vous dites que l'annonce que vous venez de faire, pourquoi ce choix-là? Non, mon choix, il est clair, parce que je considère qu'un élu, au bout de 2 exercices, doit pouvoir se retirer et mettre en place les dauphins ou ceux qui veulent donc après s'approprier. Vos collaborateurs acceptent ce choix-là? Non, mes collaborateurs n'ont pas à décider pour moi. D'accord. Moi, j'estime que je suis un démocrate. On peut vouloir vous garder aussi. Ah ben, je peux vous garantir que certains maires sont en ce moment relativement surpris de ma décision, mais j'avais déjà annoncé, ceux qui avaient compris l'avaient compris, mais vous voyez pas, c'était terminé. La CACL, c'est une agglomération. On a réussi un pari qui paraissait fou. Ça veut dire un pari, comme je vous l'ai dit, qui est parti de 1,5 million, qui est maintenant à 75 millions, mais qui a franchi un autre cap, donc un autre braquet, pour moi qui suis un amateur du vélo, c'est maintenant le transport. Aujourd'hui, nous avons reçu les 8 premiers bus, on va bientôt recevoir 8 nouveaux bus, mais surtout, c'est ce qu'on appelle le transport en commun en site propre. Ça veut dire quoi? Les fameux couloirs qui vont permettre justement d'endiguer la circulation, les bouchons que l'on connaît, eh bien, si l'étude est déposée en ce moment auprès du ministère donc, du Logement, de l'Intérieur et du Transport, comme l'Île-de-France, ça veut dire qu'il y a 16 millions qui vont être engagés pour la CACL pour mettre en place à la fois des bus, avec tout le calendrier de passage régulier, mais également avec les couloirs en termes de dessert. Comme en Île-de-France. Voilà. Et dernier point de la CACL, c'est l'urbanisme. C'est l'urbanisme. Non, mais vous êtes pressé pour le politique. Non, alors que vous me dites de venir pour un bilan. J'ai pas le temps de vous exprimer. Et je vous laisse vous exprimer, franchement. Voilà. Oui, c'est vrai. Sur ATG, on vous exprime. C'est vrai. Alors, je conclue, si vous permettez, Allons-y. Vernet. Allons-y. La CACL, aujourd'hui, est un instrument, un outil, on va dire technique, mis à disposition pour les maires dans le cadre d'une mutualisation. Maintenant, ceux qui vont venir après moi devront conduire maintenant sur le schéma d'aménagement. Ça veut dire la construction de logements. Aujourd'hui, il faut construire près de 3000 logements par an. On arrive malheureusement à peine à faire 1500. Et il faut savoir que l'objectif, c'est 30 000 logements avant 2030. Pour qu'on n'ait pas des enfants qui cohabitent avec leurs enfants et leurs parents. Non, je voulais simplement vous dire que c'est le président de région que je reçois. C'est pour ça que je voulais pas trop traîner sur la CACL. Tout à fait. Alors, parlons politique. On a pensé un temps que vous alliez soutenir Marie-Laure Phinera-Hort, votre protégée de toujours. Oui. Si on reprend des extraits de nombreuses émissions, vos propos à son égard étaient élogieux. Que s'est-il passé? Attendez, je n'ai pas dit que je ne soutiens pas Marie-Laure Phinera. J'ai dit, par un communiqué que vous avez reçu... Je n'ai pas dit le contraire, je dis simplement que s'est-il passé. Non, mais la façon dont vous l'avez abordé, vous savez, il faut la langue de Voltaire. Vous voulez que je répète ma question?
Non, la langue de Voltaire, elle est souple. Elle est souple. Donc, j'ai fait un communiqué pour dire que je n'ai pas été associé à la démarche de la mise en place de la prochaine liste. Donc, je suis surpris, je suis un peu catastrophé par la méthode. Même si j'ai rencontré à 2 reprises Mme Finira, la démarche, elle est, à mon avis, unilatérale, en tout cas peu démocratique à mon égard. J'ai constitué en 2008 une liste d'hommes et de femmes venant de tous les horizons, appartenant à tous les quartiers, des hommes et des femmes qui se portaient sur un projet, bâtir une capitale. Le concept de capitale est né avec ma majorité. Il appartenait au moins de faire le bilan avec moi, puisque j'ai quand même assumé 2 ans et lancé la plupart des grands chantiers, et ensuite de poser la question sur ceux qui veulent ou veulent pas rester, et en tout cas, pour ma part, de me demander mon sentiment. Mon sentiment, à ce jour, n'a toujours pas été donné, puisque les débats n'ont pas eu lieu, sauf deux rencontres, et j'ai voulu établir une vérité, c'est tout. Je n'ai pas dit que je ne la soutenais pas, je n'ai pas dit que j'étais contre, je n'ai pas dit que j'étais pour d'autres personnes, j'ai simplement voulu dire, attention, la signature de la convention qui est faite sur la ville de Cayenne me choque, parce que ce sont ces mêmes adversaires que j'ai combattus, le Parti socialiste guyanais et encore l'oligarchie qui a assumé actuellement les responsabilités de la direction donc du PSG et Walwari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de fait, c'est une grande première. En tant que Guyane 73, ça veut dire qu'on n'est pas capable de faire gagner Mme Finira sur la ville de Cayenne avec mon groupe. Mon groupe a été constitué après ou pour les élections régionales. Quand je suis rencontré, c'était la liste Agir ensemble, mais toute tendance, droite, gauche, centre, tout ce qui est guyanais, qui veulent véritablement travailler pour la ville de Cayenne. Donc, admettez que la méthode, elle est déloyale. N'ayons pas peur des mots. Elle vous a lâché ou pas? C'est à vous de le juger. C'est à vous de le juger. Qu'en pensez-vous? La population. Les débats sont ouverts. Les débats sont ouverts. Les débats sont ouverts. Ils sont pas fermés, mais vous avez l'habitude d'être franc dans votre langage. Est-ce que vous la soutenez ou pas? Je ne peux pas vous répondre comme ça, parce que j'appartiens aujourd'hui. J'étais hier avec Agir Ensemble pour la capitale Cayenne. Je suis maintenant avec un groupe qui est Guyane 73. Donc il appartient au groupe de me dire quelle position on va devoir avoir par rapport à ces élections. Mais, Monsieur Vernet, si je suis franc, vous devez, vous, en tant que journaliste, être objectif. Il faut observer que lorsqu'on fait une alliance avec mes adversaires, on la fait contre moi. Et quand on sait que derrière les municipales, il y a la collectivité unique, tous contre Rodolphe Alexandre, nous, on a choisi la collectivité unique. Ah, je le répéterai partout. Nous avons choisi la collectivité unique lorsque d'autres l'ont combattu. Nous avons mis en place les modalités. J'ai quitté la ville de Cayenne en larmes, parce que j'aime ma ville et je chéris ma ville. Je suis cayennais, fondamentalement cayennais. Autant j'apprécie le Sinamarien, l'Iracouboyen, mais je suis fier de ma capitale. Donc j'ai quitté Cayenne en larmes. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait, parce qu'il y avait une mission, c'était sauver la Guyane, parce que le 74 n'allait pas passer. La preuve, il suffit de regarder aujourd'hui, l'approvisionnement en carburant, en logement, etc. ou autre. Donc, c'est à une mission que j'ai répondu. J'ai assumé. Discrètement, je l'ai assumé. Aujourd'hui, cette collectivité unique, elle est mise en place, les lois ont été votées, la fusion va se faire. J'observe que notre budget, il est sain, transparent, en équilibre, avec 18 millions de capacités d'autofinancement, 20 millions de fonds de roulement, j'ai pas ça en face de moi. Ils sont en déficit, mais personne n'en parle. Deuxièmement, on va en parler dans nos débats. Deuxièmement, ce que j'observe, c'est que quand on fait une alliance avec l'oligarchie qui a usurpé le PSG, avec les Walwariens qui étaient moribonds, qui avaient disparu, qui avaient perdu leur prêtresse, eh bien, on va sur un chantage. Et là, on fourvoie la ville de Cayenne. La ville de Cayenne ne mérite pas des stratégies politiciennes de petits partis politiques, mais mérite des femmes et des hommes qui méritent cette ville pour pouvoir conduire à ce grand projet qui est de bâtir une capitale. Voilà ce que j'ai voulu dire. Très bien. Est-ce que c'est fair play de mettre tous ces chantiers que vous voyez fleurir en ce moment à Cayenne, c'est moi qui les fais? Non, retirez-le-moi. Non, Monsieur Vernet, vous me connaissez, retirez-le-moi. J'ai jamais été ni égocentrique, ni prétentieux, mais faut pas, vous savez, le souci qu'il y a lorsqu'on fait la transmission du témoin, c'est la reconnaissance de l'autre. Quand moi, j'ai été à la région, ce que mon prédécesseur avait initié, je l'ai invité à chacune des inaugurations. Et lorsque c'est moi, je dis que c'est moi avec mon équipe, là il s'avère qu'aujourd'hui, quand on fait croire qu'au bout de 2 ans, je n'ai pas fait... En fait, on est en train de me diaboliser. Alors, il faut aujourd'hui maintenant rétablir cette liberté. C'est vrai que le projet
Tout ce qui se réalise, c'est le projet collectif que nous avons apporté, que ce soit d'Estrée, que ce soit les busages qui ont été faits, les améliorations. Maintenant, que Mme Finira ait apporté sa part, je ne critique pas ça, je ne conteste pas ça. Je conteste uniquement le fait que je dis attention, les municipales, c'est un projet, c'est un rapprochement d'hommes et de femmes, et aujourd'hui, on est en train de se fourvoyer, on est en train pratiquement de polluer cette campagne électorale par un artifice de chantage avec des partis politiques. Rodolphe Alexandre, je vous ai invité en tant que président de la région Guyane. Je vous pose une dernière question. Vous répondez si vous voulez. Si vous voulez pas répondre, franchement, c'est votre choix. Vous soutenez Alex Wehmer? Ah, pas du tout. Eh ben, voyez. Vous êtes. Attendez. Alex Wehmer, c'est un ami. C'est un ami. Je n'ai pas encore rencontré Alex Wehmer. Je ne l'ai pas encore vu. Alors, vous me permettez de dire que je suis attristé, M. Vernet. Alex était sur la liste avec Marie-Laure Finira. Je ne comprends pas que ces deux amis qui ont travaillé avec moi sous ma direction, l'un aux finances, elle à la direction générale, enfin je veux dire au management général de la magistrature, puissent être divisés. Je suis profondément, je vous dis, attristé et choqué qu'on soit arrivé à cette scission. Donc, pour l'instant, monsieur, vous savez, je l'ai dit à Marie-Laure et à Nestor Gouvenet, j'aurais tellement aimé qu'ils puissent se retrouver ensemble et former une liste pour l'intérêt de la ville de Cayenne. Je pense que c'est une perte de repères, parce qu'on a là des enfants de la Guyane, des enfants de Cayenne, et c'est mon choix, je vous le rappelle. Donc cette scission aujourd'hui, elle me choque, et c'est pourquoi j'ai voulu rétablir cette vérité. Je ne stigmatise personne, je ne salis personne, je ne suis pas dans comment dirais-je, dans un combat, une guerre, mais je veux rétablir une vérité. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que je me suis consacré essentiellement à la collectivité unique, je dis simplement que je n'ai pas été associé. Maintenant, ceux qui veulent aller en campagne, eh bien, bonne chance. Mon mouvement va se réunir. Mon mouvement aura le temps de dire pour qui, comment et pourquoi. Mais pour l'instant, la population m'interpelle. Je suis quand même modestement connu. On m'interpelle, on a mon portable, on me voit au marché ou partout, et on me pose des questions. Et donc, je répète encore une fois, attention, je suis un peu choqué que la ville de Cayenne rentre dans des stratégies politiciennes avec des partis politiques qui avaient été combattus et qui n'ont jamais amené de projet. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions, Rodolphe Alexandre, le président de la région Guyane. Puisqu'on parle politique, je vous rappelle le rendez-vous pour Premier Magistrat, ça commence le 4 avec la commune de Sinnamary. Nos débats 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, à partir de 20h. C'est comme ça qu'on se quitte. Merci beaucoup. Merci. On a parlé franchement. À très bientôt, tout à fait. Et à très bientôt. À la suite du programme, 2 épisodes de Bones, Une famille dans la tempête, notre téléfilm Haïti Music, juste après. Et puis il y aura également le Nouvel An chinois, puisque vous savez que demain, on va passer à un autre signe. Passer une excellente soirée sur ATG. Sans plus tarder, le journal de TF1. À demain.